L'Assemblée nationale, les discours, les débats, c'est super, mais c'est très long et il y a beaucoup de temps mort. Mais pas avec moi. Ici, je vous fais un condensé des meilleurs moments de l'Assemblée nationale, les meilleurs discours, les meilleurs débats, les meilleures prises de parole. Et je vous condense tout ça sans les temps morts. C'est tous les jeudis et tous les dimanches, donc n'oubliez pas de vous abonner. Installez-vous confortablement, c'est parti. Chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Il y a quelques jours, ma circonscription a subi un nouveau drame industriel, avec l'annonce brutale d'un projet de suppression de 126 emplois sur les 149 que compte le site historique d'Outinor à Saint-Amand-les-Eaux, une tragédie de plus après celle qui touche les salariés d'ArcelorMittal. Monsieur le ministre, au-delà du simple aspect comptable de ces annonces, je tiens à rappeler ici avec force que derrière les chiffres froids des classeurs Excel du gouvernement se cachent des drames humains bien réels. Lorsqu'une usine ferme ses portes, c'est tout un territoire qui bascule. Ce ne sont pas seulement des emplois directs qui disparaissent, mais aussi des familles plongées dans l'incertitude. Je suis allé à leur rencontre mercredi. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est l'angoisse, la fatigue et souvent la colère. Certains m'ont même confié devoir vendre leur maison. Voilà le résultat concret de votre politique technocratique déconnectée des réalités du terrain. Pour justifier le plan social d'Outinor, la direction invoque la crise profonde du secteur du logement. Hausse brutale des taux d'intérêt, chute dramatique de 40% des ventes de logements neufs en 2 ans et baisse alarmante des permis de construire. Cette situation menace directement l'avenir industriel d'entreprises comme Outinor, pourtant indispensable pour répondre aux besoins immenses en logement sur l'ensemble du territoire. Monsieur le ministre, Outinor, c'est un fleuron industriel français, mondialement reconnu pour la fabrication de coffrages métalliques, un savoir-faire unique, non seulement pour le logement, mais aussi pour des projets stratégiques, comme la filière nucléaire française, dont votre gouvernement annonce justement la relance massive. Monsieur le ministre, alors que les besoins en logement sont immenses, que la France affirme vouloir retrouver sa souveraineté industrielle, allez-vous laisser disparaître ce savoir-faire stratégique et plus immédiatement, quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour accompagner les salariés et assurer un avenir au site d'Outinor à Saint-Amand-les-Eaux? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Marc Ferracci, ministre de l'Industrie. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Florquin. Le gouvernement regrette évidemment profondément la décision de réorganisation du groupe Skena qui touche l'entreprise Outinor à Saint-Amand-les-Eaux. Et ma pensée, encore une fois, va évidemment aux salariés qui sont concernés par cette réorganisation, qui forment la majorité des effectifs d'Outinor. Vous l'avez dit, cette réorganisation s'inscrit dans un contexte très dégradé du secteur du logement et du secteur du BTP qui en est à l'amont, avec une production de logements neufs qui s'affaiblit, avec également des prix du gaz et de l'ensemble des intrants qui sont de plus en plus élevés. Nous sommes face à une surproduction structurelle qui se traduit par un certain nombre de réorganisations, dont celle d'Outinor. Vous dire que cette réorganisation, elle permet, même si je sais que ça n'est pas sur votre circonscription, le maintien du site de Mirebeau dans la Vienne et le maintien aussi d'une activité en matière de location de matériel. Face à cette situation, quelles sont les perspectives? Outinor s'est engagé, alors que rien ne l'y oblige, à retrouver un repreneur industriel pour le site. Et nous sommes collectivement tributaires de la revitalisation de ce site. Les services de l'État y prendront leur part avec la délégation interministérielle aux restructurations des entreprises, avec les élus locaux, et je salue en particulier le maire de Saint-Amand-les-Eaux, M. Fabien Roussel, et le président de la région, Xavier Bertrand, que je sais très engagé sur le sujet et avec qui j'ai eu des discussions encore ces derniers jours. Vous dire que le travail pour revitaliser le site et pour donner un avenir à ce site industriel et au territoire est nécessairement et sera nécessairement un travail collectif. C'est notre méthode. Nous ne laissons rien passer. Il y a des combats qu'on gagne, il y a des combats qu'on perd. Celui-ci est désormais orienté vers la revitalisation et la recréation d'une activité économique sur ce site. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Michaël Cosson pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. À quelques jours du 1er mai, symbole des combats menés par les travailleurs, la question de l'ouverture des boulangeries témoigne de la charge symbolique qu'incarne la valeur travail dans notre pays. Vous avez exprimé votre souhait d'un aménagement de la loi et nous souhaiterions que vous puissiez nous indiquer, Madame la Ministre,
selon quel calendrier et pour quels équilibres. Car au sein de notre groupe, nous estimons qu'il faut toujours faciliter, encourager le travail, lever les contraintes, mais que cela peut et doit aussi se conjuguer avec les fondements de notre modèle social. Ce que nous voulons, c'est qu'au-delà de notre question essentielle pour nos artisans dans nos territoires, nous puissions réinterroger notre rapport au travail de manière globale. En premier lieu, Madame la Ministre, force est de constater que nous ne sommes pas au rendez-vous de la compétitivité, malgré les efforts pour soutenir notre tissu productif. Pourtant, ce ne doit pas être une fatalité. Nous sommes riches du potentiel de nos travailleurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Il faut mieux les accompagner pour que la vie professionnelle ne soit pas perçue comme un tunnel jusqu'à la retraite, mais soit aussi synonyme d'épanouissement, qu'elle soit à un moment où tout soit possible et non pénible. La formation est également l'une des clés, et notamment la formation continue. À l'heure où les parcours de vie sont de moins en moins linéaires, que les bouleversements technologiques sont majeurs, être mieux formé, pas juste au départ, pas juste lors des accidents de la vie, mais tout au long de sa vie, c'est être maître de son destin, de sa vie professionnelle, mais également de son épanouissement personnel. La place de nos seniors doit être complètement repensée. Ils n'ont pas à être relégués sur la touche, mais ils doivent être des acteurs à part entière de notre production de valeur, qui bien sûr n'est pas qu'économique. Ils apportent une plus-value auprès des jeunes, dont l'insertion dans l'emploi est de plus en plus tardive. Enfin, s'il faut poser la question de la durée du travail, il ne faut pas se limiter les considérations comptables. Madame la Ministre, quel est le projet du gouvernement pour que demain nous produisions plus et travaillions mieux? Merci, Monsieur le député. Aujourd'hui, tout le monde dépasse. La parole est à Madame Catherine Vautrin. Non, Madame Astrine Panossian, ministre en charge du Travail. Merci Monsieur le député pour cette question. Écoutez, vous nous avez surtout interrogé sur la question du travail. Et je voulais simplement rappeler, comme ça a été fait d'ailleurs par le Premier ministre il y a 2 semaines lors de cette conférence de presse, que nous travaillons en moyenne 100 heures de moins par an que les Allemands. Et c'est moins le fait de ceux qui travaillent, parce que ceux qui travaillent tout autant. C'est vraiment le fait de gens qui travaillent moins. Et c'est principalement les jeunes, comme vous l'avez dit, et les seniors. Et la réponse, c'est que pour travailler plus nombreux, il va falloir travailler plus et surtout mieux, Et donc, pour en venir sur la question des seniors, nous lançons aujourd'hui même une grande initiative qui va durer 3 mois en lien avec le monde du travail, les organisations patronales, l'Association nationale des DRH, pour faire 3 choses. Changer la loi, changer les regards et changer les pratiques. Changer la loi, c'est ce que vous vous apprêtez à faire dans quelques semaines avec l'examen ici même de la transposition de l'accord national interprofessionnel des seniors qui a été signé par 4 organisations syndicales et 3 organisations patronales sur le contrat senior, l'entretien de mi-carrière, la négociation annuelle et également le sujet des transitions, reconversions sur lesquelles les partenaires sociaux sont en train exactement même de négocier. La deuxième chose, c'est changer les pratiques. C'est pour ça qu'on a voulu mobiliser ces 600 entreprises autour du recrutement, du maintien à l'emploi, parce qu'effectivement, pour travailler mieux, il faut aussi parler santé, conditions de travail, compétences, gestion prévisionnelle des compétences, mais c'est aussi changer le regard. Changer le regard parce que, comme l'a montré la défenseure des droits, l'âge est la première discrimination sur le marché du travail. Nous souhaitons lancer une campagne de testing avec la DARES pour 2026. Je sais que Aurore Berger, qui s'occupe également de ces questions de discrimination sur le marché du travail, souhaite également s'atteler à cette question de l'âge. C'est absolument essentiel. D'autres pays ont réussi, nous allons le faire nous aussi. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Julien Gauquel pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ArcelorMittal vient d'annoncer plus de 600 suppressions d'emplois en France, notamment à Dunkerque et Mardic dans ma circonscription, où 320 postes sont menacés. Derrière ces chiffres, il y a des hommes, des femmes, des familles, des vies frappées de plein fouet par le cynisme d'un groupe qui ne tient pas ses engagements. Je veux exprimer ici toute ma solidarité avec ces salariés qui vivent depuis des mois au rythme de l'incertitude, du flou et, disons-le, du mépris. Mépris pour les ouvriers qui se lèvent chaque jour pour faire tourner les hauts fourneaux avec fierté, sans lisibilité sur leur avenir.
Mépris pour les sous-traitants, pris en otage par des décisions stratégiques opaques. Mépris enfin pour nos territoires qui ont toujours pris leurs responsabilités et pour les élus locaux qui tiennent leurs engagements à travers une union sacrée en faveur de l'industrie locale. Cette situation n'est pas acceptable. Il en va de la survie de la filière acier européenne. Il est temps, Monsieur le Premier ministre, que l'on apporte de la visibilité aux salariés d'Arcelor, comme aux élus des territoires concernés, et que l'on redonne des perspectives claires à notre filière acier. Vous le savez parfaitement, nous ne pourrons pas réussir pleinement notre pari sur la réindustrialisation sans une filière acier forte et indépendante. Au regard du contexte actuel, nous ne pouvons pas nous permettre d'être dépendants des seuls aciers américains et chinois. L'Europe doit avoir son indépendance sur ce sujet et dès maintenant accélérer les mesures du plan acier. Monsieur le Premier ministre qui n'êtes plus là, il est urgent de mettre toutes les parties prenantes autour de la table, la Commission européenne, les représentants des salariés, les élus locaux et d'exiger des garanties claires et fermes de la part du groupe ArcelorMittal. À Dunkerque comme à Florange ou à Bassindre et ailleurs, nous attendons des actes et non pas des paroles. Une véritable feuille de route pour l'acier bas carbone, la préservation de notre outil industriel, des investissements rapides et des emplois protégés. Sans cela, il faudra envisager rapidement que l'État prenne toutes ses responsabilités. Monsieur le Premier ministre, ma question elle est triple, mais aussi simple. Allez-vous conditionner tout soutien financier futur à Arcelor en contrepartie d'engagements fermes? Allez-vous imposer à ArcelorMittal une feuille de route transparente? Et comment comptez-vous garantir que la France conserve une autonomie? Merci. Monsieur le député, la parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Allez. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gockel, la décision d'Arcelor est évidemment une très mauvaise nouvelle et je m'associe avec vous par solidarité aux salariés, à leurs familles sur le site de Dunkerque, mais aussi sur les autres sites qui sont concernés par cette restructuration. Vous le savez, la situation de l'acier est difficile. Elle est difficile en France, elle est difficile en Europe. Mais face à cette décision, j'ai pris l'initiative de m'entretenir ce matin avec la direction française et aussi avec la direction européenne d'Arcelor à Bercy. Il m'a été confirmé qu'un certain nombre de conditions étaient nécessaires au maintien des investissements dans la décarbonation que vous avez évoqués, investissements qui sont eux-mêmes absolument essentiels à la pérennisation des emplois et de l'ensemble des sites, et notamment celui de Dunkerque. Agir, c'est d'abord agir au niveau européen, c'est ce qui nous a été dit. Agir au niveau européen, c'est renforcer les quotas d'importation. Ils ont été annoncés, ces quotas, par le commissaire Séjourné, sur l'initiative et sur les propositions du gouvernement français que nous avions faites. Mais il faut désormais aller plus vite, aller plus fort, aller plus loin dans la protection commerciale de notre industrie sidérurgique. Je vais m'y employer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Il s'agit également d'agir sur le mécanisme de taxation carbone aux frontières. C'est une demande de la filière sidérurgique, c'est une demande d'Arcelor. Nous devons donner à nos industriels qui s'engagent dans l'investissement de décarbonisation la capacité à lutter à armes égales. Et ça suppose une meilleure taxation carbone aux frontières. Nous y sommes également engagés. Je vais rencontrer le commissaire Séjourné dans les prochains jours et lui rendre compte des demandes de la filière sidérurgique dans son ensemble et des enjeux liés au maintien de l'emploi. Je viendrai rendre compte ensuite à l'ensemble des élus, à vous-même, aux parlementaires, au député Paul Christophe, à Patrice Vergrit, le maire de Dunkerque, à l'ensemble des représentants des salariés, également au président de la région, Xavier Bertrand, que je sais très engagé sur ce sujet. Le travail ne peut être que collectif, mais je pense que les investissements ne sont pas abandonnés et qu'en travaillant collectivement, nous pouvons arriver à maintenir l'emploi sur le site de Dunkerque. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Julie Lernous pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Je veux d'abord réaffirmer notre solidarité aux victimes de l'attaque au lycée de Notre-Dame de Toutes-Aides à Nantes, à leurs proches, à leur communauté éducative et remercier nos forces de police et de secours. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur, mais aussi à ses collègues de la Santé. Messieurs, Mesdames, cette tragédie aurait mérité pudeur et respect. Cette tragédie aurait mérité un responsable politique digne, venu témoigner de la solidarité nationale. Mais plutôt que de respecter le temps du deuil et de gestion de crise, plutôt que de faire une analyse sérieuse des causes profondes, vous avez préféré l'exploitation politique, Monsieur Retailleau. Vous avez parlé d'ensauvagement, de déconstruction des repères. Mais la seule déconstruction à l'œuvre, c'est celle de nos politiques publiques. Prévention abandonnée, santé mentale sacrifiée, éducation délaissée. Ce n'est pas la société qui est ensauvagée, ce sont vos responsabilités qui sont trahies.
Savez-vous que les hospitalisations psychiatriques d'adolescents ont bondi de 32% en 2024, qu'il n'y a qu'un seul infirmier scolaire pour 1800 élèves, qu'en Loire-Atlantique, il n'y a que 14 lits de pédopsychiatrie, soit 4,3 lits pour 100 000 mineurs. On renvoie chez eux des jeunes avec un risque vital, alertait un personnel du CHU de Nantes, comme l'ont souligné nos collègues Rousseau et Dubré-Chirat dans leur rapport. Et face à cela, que faites-vous? Vous proposez des portiques et des fouilles de sacs. Sérieusement? La véritable urgence n'est pas de faire croire qu'on cachera les symptômes d'une faillite des services publics en durcissant l'autorité, mais de les réarmer, car ils sont essentiels pour restaurer notre capacité à faire société, à l'apaiser. Monsieur Retailleau, pourquoi agiter des fantasmes sécuritaires? Pour masquer l'échec de votre gouvernement à défendre une politique ambitieuse pour prévenir, soutenir et protéger notamment notre jeunesse? Ou est-ce pour mieux faire votre campagne au mépris des drames et de la réalité? Je vous remercie. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre en charge de l'Éducation. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Julie Lernos. Alors vous l'avez rappelé, un drame épouvantable est intervenu jeudi dernier dans le groupe scolaire Notre-Dame de Toutes-Aides. Et vous étiez sur place avec moi. Moi, je vous avais pu voir à quel point la communauté éducative était sous le choc. Moi, je veux d'abord avoir une pensée pour la famille, les proches de la victime, pour les élèves qui ont également été blessés. Et je voudrais aussi rendre hommage au personnel de cet établissement qui se sont interposés, permettant d'éviter un bilan plus lourd encore. Alors face à un tel drame, je pense que l'heure n'est pas à la polémique. Et la réponse, elle doit être apportée sur deux plans. Sur le plan de la sécurité, on doit continuer le travail qui est engagé depuis plusieurs années pour sécuriser nos établissements. On doit lutter absolument contre l'introduction d'armes blanches dans les établissements. Et c'est le sens des mesures que nous avons engagées avec le ministre de l'Intérieur pour faire des fouilles aléatoires de sacs devant les établissements. Et puis vous avez raison de le souligner, ce drame, il pose aussi la question de la santé mentale de nos jeunes. Et à cet égard, je voudrais rappeler que des protocoles de repérage et d'orientation de ces jeunes vers des structures qui peuvent les prendre en charge sont en cours d'élaboration dans nos établissements. Et nous travaillons naturellement avec le ministre de la Santé pour renforcer la prise en charge de ces jeunes. Je tiendrai mi-mai des assises de la santé scolaire qui sera l'occasion de marquer des nouvelles avancées dans ce domaine. Notre réponse, elle doit être globale et on doit tout faire pour que de tels drames ne se reproduisent pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent Monsieur Christophe Nejlen pour le groupe Lyot. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, dans le contexte actuel, tout le monde doit faire des efforts et les budgets ne sont pas extensibles. Celui de la justice, pas plus qu'un autre. Dans votre intervention hier soir, vous repreniez la proposition que notre collègue Éric Pauget et moi-même portons afin de faire contribuer financièrement les prisonniers définitivement condamnés et incarcérés. En réalité, ce n'est pas une mesure nouvelle, puisqu'elle était en place jusqu'en 2003. Et en vérité, c'est une mesure saine, empreinte de bon sens et de responsabilité. Le fruit de cette contribution pourrait d'ailleurs permettre de contribuer au mieux-être des personnels de la pénitentiaire qui sont en souffrance aujourd'hui et qui sont un élément indispensable dans notre continuum de sécurité. Mais il pourrait servir aussi, bien entendu, au financement des infrastructures. Monsieur le ministre, mes questions seront simples. Comment envisagez-vous l'acquittement de cette contribution? Quels seraient les condamnés concernés? Avec quel niveau de revenus, voire même quel niveau de patrimoine? Et enfin, sous quel délai le gouvernement entend-il inscrire un projet de loi ou reprendre notre proposition de loi sur le sujet? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Najlen, je veux en effet rendre hommage
à votre travail ainsi qu'Éric Pauget pour cette proposition qui date désormais d'il y a quelques années, quelques mois, qui reprend en effet ce qui a existé sous divers gouvernements de gauche comme de droite jusqu'en 2003, qui est la participation des détenus définitivement condamnés aux frais d'incarcération. Aujourd'hui, un détenu, c'est 128 € par jour de coût pour la nation. Ça fait 10 millions, vous l'avez compris, pour l'ensemble des détenus par jour et quasiment 4 milliards, 3,8 milliards par an. Il ne s'agit pas de faire payer à l'ensemble des détenus le coût, évidemment, du service public pénitentiaire, mais comme vous l'avez dit, de contribuer. À l'époque, c'était 45 € qui étaient prélevés chaque mois. Avouez que c'est une forme symbolique de participation, mais je crois compréhensible pour nos concitoyens. Et à l'heure où nous devons en effet pouvoir considérer que dans les prisons, des règles doivent être remises, à l'heure où des gens ont des surfaces financières extrêmement importantes, et notamment nous parlons des narcotrafiquants, nous pensons en effet, M. Pauget évoque 5 € par jour, ce qui fait à peu près une centaine de millions par an, on pourrait tout à fait en discuter. Votre proposition de loi que je souhaiterais mettre à l'ordre du jour, évidemment, pourrait permettre d'en discuter puisque vous renvoyez un décret au Conseil d'État et une discussion avec les syndicats et l'ensemble du monde pénitentiaire nous permettrait en effet, si Bercy en était d'accord, d'affecter tout ou partie de cet argent pour l'amélioration du sort des agents pénitentiaires comme pour celle des détenus qui vivent des conditions indignes dans beaucoup de prisons où tous ici, vous m'écrivez, pour pouvoir en reconstruire ou en réaménager. Ce travail de participation de quelques euros par jour, au moment où d'ailleurs nous offrons la possibilité aux détenus de travailler, me paraît tout à fait normal, légitime, existant dans la République et je crois très fortement soutenu par l'opinion. Ce matin, j'ai rencontré les organisations syndicales, toutes les organisations syndicales du ministère de la Justice. Ils ont demandé évidemment des questions sur les modalités, mais nous pourrions nous retrouver assez vite sous l'autorité du Premier ministre pour mettre cette mesure de bon sens, à la fois pour les finances publiques et pour l'autorité de l'État dans les prisons. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Éric Ciotti, président du groupe UDR. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, mais avant, je veux remercier Monsieur le ministre de la Justice qui reprend ma proposition de loi de 2015 sur la contribution des détenus à leur incarcération. Nous attendons que ce texte soit inscrit et nous l'approuverons. Monsieur le Premier ministre, je veux vous faire part de mon inquiétude devant l'ouverture du concours Lépine de l'impôt que vos ministres semblent aujourd'hui inaugurer. Nous avons eu le ministre de l'Aménagement du Territoire qui a évoqué la possibilité d'installer un impôt local à la place de la taxe d'habitation, ce qui serait une escroquerie budgétaire économique totale. Nous avons vu que la conséquence de la suppression de la taxe d'habitation a été l'augmentation de la taxe foncière et maintenant vous voulez remettre une forme de taxe d'habitation. C'est totalement insupportable. Non, c'est vrai et c'est votre majorité qui le porte. Et puis nous avons eu Madame de Montchalin qui nous a annoncé sa volonté de supprimer l'abattement pour les retraités, l'abattement fiscal de 10%. Nous vous le disons solennellement, Monsieur le Premier ministre, pour nous c'est non. Nous refusons de voir les retraités, les petits retraités qui ont des retraites modestes, qui ont du mal à se loger, à se nourrir, à se chauffer, à se déplacer, être à nouveau ponctionnés alors que vous refusez de faire des économies sur le train de vie de l'État. Nous vous le disons très clairement, si vous portez ces deux mesures, la réponse sera la censure immédiate. Monsieur le Premier ministre, approuvez-vous, oui ou non, les déclarations de vos ministres ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Ciotti, à votre question, approuvez-vous les déclarations de vos ministres ? Je dois en opposer une autre qui est écoutez-vous les déclarations de mes ministres ? Parce que Éric Lombard à l'instant et d'autres et moi-même ces derniers jours avons clairement indiqué ceci. Il n'y a aucune mesure d'impôt nouveau qui soit aujourd'hui en préparation, secrète ou discrète, parce que je pense que ça n'est pas la méthode à suivre. Je vais vous dire ce que je pense. Comme vous l'avez tout à fait entendu et senti dans la communication officielle que le gouvernement a fait.
la situation du pays du point de vue des finances publiques et du point de vue du poids de la dette qui pèse sur notre pays. Cette situation est la situation la plus difficile que notre pays ait connue depuis la guerre. Nous sommes devant des responsabilités qui, jusqu'à maintenant, au travers du temps, j'ai montré à la tribune lors du discours de politique générale que cette situation d'endettement continuel et progressif a été assumée par toutes les familles politiques qui siègent sur ces rangs du gouvernement, toutes au travers du temps. Et il suffit de regarder la courbe pour voir que sans cesse cet endettement a progressé. Si nous ne faisons rien, en 2029, le poids de la charge de la dette sera de 100 milliards d'euros par an. 100 milliards d'euros par an. Et ceci ne peut pas se résoudre par des mesures d'addition d'impôts partiels. C'est une réorganisation complète de notre dépense publique, probablement aussi de l'organisation de l'État dont il s'agit. Et c'est cette réorganisation-là que nous allons construire, conduire, et nous avons une date pour que chacun sache quand ces décisions vont être proposées, c'est avant le 14 juillet. Ce qui veut dire que c'est la première fois dans l'histoire depuis jamais qu'un gouvernement prononce les principes organisateurs de son budget 3 mois avant le dépôt du budget à l'Assemblée. Nous allons donc avoir toutes les raisons et tous les rendez-vous pour que cette question soit traitée pour une fois sur le fond. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent Monsieur Jean-René Cazeneuve pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente, Monsieur le ministre de l'Économie. Les nostalgiques de la taxe d'habitation sont de retour. Vous savez, cet impôt était injuste car sans condition de ressources, injuste car souvent bien plus élevé pour nos territoires ruraux comme le Gers que dans les métropoles. Sa suppression a permis un gain de pouvoir d'achat en moyenne de 650 € par foyer et par an et elle a été compensée, je cite la Cour des comptes, à l'euro près, même au-delà par une ressource dynamique pour les collectivités territoriales. Et quelle hypocrisie, chers collègues, de voir dans cet hémicycle tant de pourfendeurs de sa suppression, alors que personne depuis 7 ans n'a déposé le moindre amendement pour la recréer. Alors aujourd'hui, j'entends de nombreux taxophiles qui voudraient la faire revenir par la fenêtre avec un nom bien plus sympathique pour que ça passe mieux, contribution locale modeste. Qui croit vraiment qu'il faut créer un nouvel impôt pour tous les foyers, y compris les foyers les plus modestes? Un impôt, on sait quand il commence, on ne sait jamais comment il finit. Les collectivités locales manquent-elles à ce point de moyens alors qu'elles battent cette année un record d'investissement et que la Cour des comptes évoque un emballement de leurs dépenses? Non. À écouter certains, le lien entre un concitoyen et sa commune passerait nécessairement par l'impôt. Ceux qui ne payent pas la taxe foncière ou l'impôt sur le revenu seraient donc pour vous des citoyens de seconde zone? Non. Non, rien, décidément rien, ne justifie la création d'un nouvel impôt. Il faut réduire le millefeuille territorial, clarifier les compétences, simplifier les normes et les contraintes qui pèsent sur les collectivités territoriales. Et je salue les initiatives du ministre Rebsamen. Mais monsieur le ministre, pouvez-vous nous garantir que nous ne créerons pas de nouvel impôt local? Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-René Cazeneuve, je vais simplement d'abord répondre à la question qui clôt votre intervention. Non, nous ne créerons pas de nouvel impôt local. D'ailleurs, nous ne créerons pas de nouvel impôt tout court. Je veux cependant défendre la suppression de la taxe d'habitation qui, après que le Premier ministre l'ait dit souvent, a sauvé les villes-centres, parce qu'on sait très bien l'effet d'éviction que cela avait, notamment sur les ménages les plus modestes, qui, pour éviter une taxe d'habitation élevée, allaient en périphérie, et ça ne vaut pas que pour la ville de Pau.
dans mes fonctions précédentes, j'ai eu l'occasion de financer un certain nombre de collectivités locales et donc je peux vous en parler en connaissance de cause. Je veux élargir le propos à la suite de votre question, monsieur le député. Notre priorité aujourd'hui est de soutenir les Françaises et les Français et les entreprises dans une situation où l'économie mondiale est face à des défis comme nous n'en avons jamais connu, avec des initiatives en matière de tarifs, avec des initiatives en matière de développement, d'exportation de grands pays qui sont devenus des pays usines. Et nous devons les protéger pour cela. Et pour cela, il y a une nécessité qui est non seulement de ne pas augmenter les impôts des ménages et des entreprises, mais de gérer la finance publique. Parce que le danger qui est devant nous et que le Premier ministre a rappelé, c'est bien le poids de notre endettement et la charge de cet endettement sur le budget. Et donc, ce que nous allons faire pour rétablir nos comptes, c'est de travailler sur la dépense publique. Et c'est la maîtrise de la dépense publique qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs dans un cadre qui sera précisé par le Premier ministre, comme il vient de vous le dire, avant le 14 juillet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Soumia Bourouha pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Vendredi, Aboubacar Cissé se rendait à la mosquée de la Grande Combe pour prier. Durant sa prière, il a été assassiné d'une quarantaine de coups de couteau assénés de sang-froid par un assaillant insultant, je cite, son Allah de merde. Je veux adresser au nom de mon groupe nos condoléances à sa famille et à ses proches que j'ai pu rencontrer ce matin à l'Assemblée avec d'autres collègues députés. Ce crime n'est pas un fait divers. Les propos racistes se banalisent dans un climat nauséabond. Cette situation est le fruit de la responsabilité conjointe d'une partie de la classe politique de droite et d'extrême droite, relayée par des médias comme CNews, qui s'en prend aux musulmans 340 jours par an. C'est ce climat qui arme le bras des criminels qui passent à l'acte. Face à ce drame, je regrette, Monsieur le Ministre, que vous ne vous soyez pas rendu sur les lieux du crime. Vous ne vous êtes pas rendu non plus au chevet de la famille d'Aboubacar, des habitants de la Grande Combe, ainsi que de la communauté musulmane de la région, qui a été profondément meurtrie par ce terrible événement, qui, face à cet acte abominable, aurait été la moindre des choses. Pourtant, vous ne pouvez ignorer que les discriminations envers les musulmans sont en augmentation. Depuis le début de l'année, le ministère de l'Intérieur a recensé une hausse des actes anti-musulmans de 72% par rapport à la même période l'an dernier. Face à la froideur de ces chiffres, nous ressentons sur le terrain l'inquiétude de nos compatriotes musulmans face à une insécurité qui monte. Le mois dernier, je vous interpellais déjà en disant que face aux crimes racistes et aux propos haineux, la main de l'État ne devait pas trembler. La République doit protéger tous ses enfants. Monsieur le ministre, ce climat, ces discours, vos discours ont divisé Madame la députée. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, je pense qu'on a tous dit, on s'est tous inclinés collectivement et à juste titre devant la mémoire de ce jeune qui était sauvagement, vous l'avez rappelé, assassiné alors qu'il priait dans une mosquée. Je voudrais simplement redire que j'ai vu dimanche, je m'y suis rendu rapidement, j'ai pris les dispositions dès vendredi, j'ai été un des premiers à faire une déclaration très tranchée, très forte, comme je le fais systématiquement, quels que soient précisément les actes anti-religieux que ça peut concerner. Je le fais systématiquement. J'ai rencontré encore une fois le président du culte musulman du Gard. J'ai rencontré aussi les différents représentants des différentes mosquées qui, très franchement, présentaient une dignité qui était impeccable et qui m'ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas d'ailleurs que cette peine-là, la peine de la communauté musulmane, que la peine de la famille puisse être instrumentalisée. Jamais la famille n'a demandé à me voir au moment où je vous parle. L'oncle devrait être reçu ce soir à 18 h par le préfet. Je vais être très net. N'instrumentalisons pas. Arrêtons de récupérer.
tous les actes antireligieux sont condamnables, d'où qu'ils viennent, Il y en a eu 173 anti-musulmans, vous m'entendez, en 2024. Il y en a eu plus de 1500 antisémites et aussi des centaines et des centaines anti-chrétiens. Moi, je suis ministre des cultes, ministre de l'Intérieur. Je protège tous les fidèles. Je me battrai toujours pour que la liberté de conscience, pour que la liberté de culte, pour faire en sorte que la laïcité reste notre règle. Je voudrais simplement, puisque on a beaucoup débattu, saluer quand même les enquêteurs. 70, c'était des moyens considérables. Et c'est grâce aux moyens que nous avons mis et au professionnalisme des policiers, des gendarmes, sous l'autorité judiciaire, je veux le redire, qu'ils l'ont pisté d'ailleurs jusqu'en Italie, qu'on a sans doute pu pouvoir le retrouver. Croyez-moi, nous sommes très fermes et jamais nous ne laisserons rien passer. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Marine Amelé pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Vautrin, ministre de la Santé et de la Famille. Madame la Ministre, en tant que membre de la commission d'enquête parlementaire sur la politique de protection de l'enfance, j'ai pu constater, comme nombre de mes collègues, l'ampleur du désastre. Un problème de moyens? Pas vraiment. Près de 11 milliards sont consacrés à cette politique. Chaque enfant placé coûte près de 40 000 € par an. Un vrai marché pour un certain nombre d'intervenants. La misère, il y en a qui en meurent et il y en a qui en vivent. Le juteux placement systématique des enfants est comme par hasard trop souvent privilégié aux solutions intrafamiliales. Un certain nombre d'observateurs avisés parlent même de placements abusifs. Pire, des enfants confiés à l'ASE font parfois l'objet de mauvais traitements avec des conséquences irréversibles pour leur construction personnelle. Des foyers sont même de véritables viviers pour des filières de prostitution. Trop souvent aussi, les enfants confiés à des familles d'accueil ou à des foyers font l'objet de sévices sexuels. Éloquent, un récent fait divers en Loire-Atlantique où un homme a été écroué pour le viol d'une enfant de 4 ans. Qui lui avait été confié par l'ASE. Alors la liste est trop longue pour évoquer ici tous les dysfonctionnements d'une administration qui a trop souvent perdu le sens des réalités humaines. La responsabilité des présidents des conseils départementaux n'est par principe jamais engagée, jamais contrôlée. Alors, comment s'étonner du résultat de cette politique? 25% des SDF sont issus de l'ASE. 70% des enfants de l'ASE sortent du système éducatif sans diplôme, sans formation. Au regard de ce rapport parlementaire accablant, il est indispensable et urgent de refonder intégralement la politique de protection de l'enfance. Alors, Madame la Ministre, aurez-vous le courage de nous proposer un texte transpartisan sur ce sujet? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Marine Amelé. Madame la députée, vous faites allusion effectivement au rapport qui a été rendu par la députée Santiago avec Laure Miller et un certain nombre de parlementaires. 92 mesures dans ce rapport. J'ai été moi-même auditionnée. Et évidemment, si je partage certains des éléments que vous avez bien voulu mettre en avant sur la nécessité absolue qu'il y a de refonder la politique de l'enfance, je ne veux pas non plus dire que tout est absolument épouvantable. Il y a des familles qui sont... Vous ne pouvez pas demander des économies en longueur de journée et demander d'un autre côté qu'on ait des gouvernements pléthoriques. Il faut de temps en temps être capable d'assurer ces gestes avec ce que l'on réclame. Ceci étant dit, il y a une haute commissaire en charge de l'enfance pour vous répondre, nommée par le Premier ministre il y a quelques jours. Auditionnée devant la commission d'enquête, j'ai proposé de travailler avec un plan en 7 étapes. La première commençant par les tout-petits et les pouponnières. L'idée étant que nous voyons une capacité de reprendre ce qui a été mis d'ailleurs dans la loi Taquet, qui est l'encadrement dans la pouponnière, tout en privilégiant la famille d'accueil et bien évidemment la qualité de l'accueil de l'enfant. Pour ça, certificat d'honorabilité. Que faisons-nous? Nous le généralisons à partir
partir de septembre, ce qui est pour nous la garantie que chaque personne à laquelle on confie un enfant, que ce soit à l'aide sociale, que ce soit dans un club de sport, partout où il est en contact avec un enfant, la personne montre sa qualité et n'a jamais fait l'objet du moindre doute quant à ses agissements. Deuxième élément, travailler avec les départements sur un accompagnement qui est un accompagnement effectivement de l'aide sociale à l'enfance, 350 000 mesures au moment où je vous parle. Derrière, il y a la double vulnérabilité qui est l'un des enjeux majeurs. Un tiers des enfants sont en situation de handicap. C'est l'autre élément sur lequel nous devons travailler et nous pouvons mettre en avant les difficultés. Ce que je vous propose, c'est le réglementaire tout de suite, le législatif dans la foulée. Merci beaucoup Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.